Je m'appelle Lindsay Clanfield et comme bien a dit Joanne, je suis auteur, professeur de langue en premier, de anglais. Je parle français, mais c'est pas ma première langue, comme vous pouvez peut-être constater. Je suis canadien, mais j'ai pas vraiment l'accent canadien. Maintenant, c'est plus mi-atlantique mon accent, peut-être un peu d'anglais. Lila m'a dit. Je suis marié avec une Française, donc je parle français à la maison, mais veuillez m'excuser si des fois il y a des petites fautes qui arrivent. En tous les cas, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est des activités. Ça va être un atelier très pratique sur des activités à faire, des activités orales à faire avec vos élèves à base d'écrit, c'est-à-dire à base de dialogue ou de textes courts. Et donc, on va parler un peu de ça, mais il y aura beaucoup activité sur activité que je vais essayer de faire le plus possible dans le temps qu'on a ensemble. Donc, j'aimerais commencer avec une phrase que j'avais lue quand j'ai été formé, moi, comme professeur, que le langage, c'est-à-dire, ça a été écrit dans les années 85 par G. Kress. Et c'était à l'époque où dans la langue, l'enseignement de langue anglais, on était dans la révolution communicative. Et il y avait un grand mouvement qui reconnaissait plus la valeur communicative des activités et que, en même temps, de reconnaître que c'était pas seulement les activités d'enseigner de la langue à base de phrases ou de mots, que le langage, c'était pas que des phrases et des mots, c'était toujours du texte. Et c'est le texte qui est l'unité significative de la langue. Et donc, dans les années 80, quand ils étaient en train de développer cette méthode communicative dans l'enseignement d'anglais, ils regardaient beaucoup de textes. Et principalement, c'était un peu passer du dialogue au texte court. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est regarder ces deux, en grosso modo, ces deux formes de texte, ceux de dialogue, des activités de faire avec ça qui sont un peu plus évidents peut-être pour passer de écrit à oral, et après les textes courts. Les textes courts type article, blog, article online, que des fois sont moins évidents à faire de eux des activités très communicatives. Mais il y a des façons de le faire. Je compte vous dire aussi que ces activités, beaucoup marchent aussi bien à donner des classes comme ça en Zoom, parce que certaines, je les écris pendant la pandémie, donc pendant qu'on était tous en Zoom, et aussi en présentiel. Ça aide des fois, si en présentiel, si vous avez pour projeter, un projecteur pour projeter le texte. Mais sinon, même, il y a des possibilités, rien qu'avec le livre de texte, la méthode des élèves. Donc, on va commencer. Aussi, je vous dis, je suis canadien, mais je vis en Espagne. Donc, hola à tout le monde qui nous rejoint d'Espagne ou qui nous rejoignent aussi des pays d'Amérique latine. J'ai vu Pérou et tout ça. Alors, il y aura un ou deux exemples où je vais parler de faire des trucs avec le langage des élèves et je vais utiliser peut-être un tout petit peu d'espagnol dans un exemple d'une activité. Mais bien sûr, avec vos élèves, vous pouvez échanger ça pour le langage que parlent vos élèves. Alors, commençons avec des dialogues. Je n'ai pas besoin de faire une définition de ce que c'est un dialogue, mais je veux simplement commencer, par exemple, avec des styles d'activité que je faisais en Zoom, où je faisais parler les élèves en dialogue. On était tous en groupe et je nominais les gens et lisaient un dialogue. Et ce que j'avais commencé à faire, parce que grâce à avoir l'écran, les photos, je faisais ça en classe aussi, c'était de faire des dialogues simples qu'après on mettait dans des endroits différents. Alors, pour vous expliquer un peu, le nom de cette activité, c'était les mêmes mots, autre lieu. Alors, je commence en situant les élèves dans un lieu. Voilà, on est dans un supermarché, là, un type Carrefour, Lidl, quelque chose comme ça. Et ils ont un dialogue que je présente aux élèves, mais il y a des bouts qui manquent. Alors, on va commencer à faire un peu ça ensemble. Le A, il va dire, excusez-moi, vous avez une minute. A, c'est le client. Il demande à quelqu'un qui travaille là-bas. Oui, bien sûr, dit B. En quoi puis-je vous aider?
Merci, je cherche. Alors, on regarde la photo. Qu'est-ce que A pourrait bien chercher? Écrivez quelque chose dans le chat. Merci, je cherche. Ah, niveau cet exemple, quelqu'un demande, ça c'est A2. Ça c'est niveau assez bas. Beaucoup de mes exemples de dialogue sont plus bas et les textes courts un peu plus haut. Des yaourts, du fromage, des tortellini. Parfait. Alors, après, B, il dit, pardon, je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter? Alors, A besoin de répéter et préciser. Par exemple, si A avait dit des tortellini, A va dire tortellini, des pâtes italiennes avec de viande dedans. Voilà. Et B finalement dit oui, je connais. C, et après B va donner les directions. Par exemple, c'est dans le rayon 3, à côté des sauces tomates. Ou c'est dans le rayon laitier, à côté du fromage, des pizzas, etc. Hein, vous comprenez? Alors, je leur donne un peu de temps pour penser à leurs idées. S'ils sont un peu plus haut de niveau, par exemple A2, B1, ils le font de suite. Après, je leur fais ça en groupe de deux. Si c'est online, chacun leur tour en groupe de deux. Et après, on fait le même dialogue. Mais là, tout d'un coup, je change l'endroit. Excusez-moi, vous avez une minute? Oui, bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Merci, je cherche. Alors maintenant, je dis aux élèves, maintenant, on est là. Ça, c'est je crois que c'est New York, mais c'est une grande ville. Alors, merci, je cherche. Qu'est-ce que A pourrait bien être en train de chercher? Écrivez dans le chat. Le FNAC, la mairie, le 5e avenue, un appart. Je cherche un appartement. Ok, oui, mais bon, on va imaginer que c'est un touriste. Je cherche un salon de coiffure, un bureau de poste, le musée. Excellent. Après, B va dire encore, pardon, je n'ai pas bien compris, vous pouvez répéter? A va préciser, un salon de coiffure pour couper mes cheveux ou je veux me faire raser, quelque chose comme ça. B répond en disant, ah oui, je connais. C, mais là, il va pas dire c'est dans le rayon de lait et tout ça, il va dire ah c'est à 2 rues d'ici, ou c'est au coin, ou c'est à 200 mètres, ou tournez à droite, etc. On a fait ça la deuxième fois. Les élèves commencent à comprendre et commencent à connaître le dialogue. Maintenant, je laisse le dialogue là, c'est toujours le même dialogue. Maintenant, on est ici, on est dans une bibliothèque. Alors là, cette fois-ci, je dis aux élèves, on va refaire le dialogue, mais comme on est dans une bibliothèque, vous devez tous chuchoter. Ça doit être silencieux. Alors, quand c'est en classe, c'est beaucoup plus amusant que, par exemple, en online, mais en classe, tout le monde commence à le faire en groupe de deux, en chuchotant. Oui, vous avez une minute. Oui, bien sûr. Quoi puis-je vous aider? Merci, je cherche. Qu'est-ce que A cherche ici? Le Petit Prince, le dictionnaire, l'île mystérieuse. Beaucoup de Petits Princes qui sort là. Beaucoup de dictionnaires, un livre de grammaire. Merci. Les romans policiers, livres de Jules Verne. Bon. Et encore une fois, B va dire pardon, j'ai pas bien compris, vous pouvez répéter. A va répéter, va dire le Petit Prince, c'est de Saint-Exupéry, c'est un couverture blanc avec un petit garçon dessus sur une lune, je crois, etc. Oui, et ah oui, je connais, c'est dans la zone de fiction sous le nom S. Oui, voilà. Bon, c'est pas entièrement fini parce que là maintenant, ils ont fait le même dialogue. Là, on arrive à la troisième fois quand même. Là, ils sont toujours dans leur groupe de deux ou s'ils sont online, j'ai dit je vais vous nominer 2 personnes encore. Mais là, au lieu d'avoir le mot et le dialogue, j'enlève le dialogue et je remets simplement l'endroit. Et j'aime le mettre bien en grand. Comme vous voyez là, maintenant je dis, bon, deux personnes, je nomine 2 personnes, vous allez faire le dialogue depuis la mémoire. On est encore dans le supermarché. Et là, vous avez, en principe, vous devez plus ou moins savoir le dialogue et vous avez inventé les choses qui manquent. Après, je nomine 2 autres personnes, ou si on est tous ensemble dans une classe présentielle, ils font ça en groupe de 2, en binôme. Et après, je mets le photo de New York, ils le refont encore. Là, on est au 5e fois. Je fais une pause, je corrige les erreurs ou tout ça que j'ai entendu, et on le refait une 3e fois. Donc, du même dialogue très simple, on en a fait 6 ou plus de reprises. Mais ça reste toujours intéressant pour les élèves parce que c'est toujours des endroits différents. Alors, pour une activité comme ça,
surtout pour demander des renseignements sur quelque chose, demander où c'est quelque chose, demander l'origine de quelque chose comme ça. Il suffit que de trouver des photos de lieux différents où le même dialogue pourrait avoir lieu et faire ça. On donne d'abord photo, dialogue, photo, dialogue, photo, dialogue, après photo, photo, photo. Voilà. Alors, ça c'est une première activité de base d'un dialogue écrit, que pas simplement lire à voix haute, mais lire, mettre des choses extra et continuer. Voilà. Ça, c'est notre première activité. Et je tiens à vous dire que les prochaines 40 minutes, ça va être que comme ça. On va continuer activité sur activité. La prochaine activité, c'est encore avec un dialogue. Les dialogues que j'appelle celui-là, dialogue avec des mouvements. Là, ça encore, vous pouvez faire avec tous les niveaux et tous les âges. Je crois l'autre, on peut le faire même avec des petits, hein, même avec, pas des très petits, mais des jeunes, dépendant des endroits qu'on met. Celui-là, j'ai fait avec, que je vais vous dire maintenant, j'ai fait avec des élèves secondaires, des élèves de 11 ans et beaucoup de fois des adultes. Alors, on commence avec un dialogue très simple. Celui-là, très simple. Qu'est-ce que tu fais après le cours? Désolé, je suis occupé. Et qu'est-ce que tu fais demain? Désolé, je suis occupé. Qu'est-ce que tu fais vendredi? Désolé, je suis occupé. Eh bien, tu es toujours occupé. Voilà. Alors, je mets le dialogue là, comme ça, je montre le dialogue. Je fais que les élèves le lisent en binôme, A et B. Peut-être je demande à deux élèves de le faire. Si on est dans une classe online, je nomine deux élèves, ils le font pour tout le monde. Et celui-là, ça marche mieux en présentiel. Mais je l'ai une fois fait en Zoom. Mais ce qu'ils vont faire après, c'est que en groupe de deux, en binôme, ils ont besoin de faire ce dialogue, mais avec du mouvement. Ils ont besoin de bouger en le faisant. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, je montre une image. Faire la vaisselle. Alors je dis A et B. Vous êtes en train de faire la vaisselle ensemble en ayant ce dialogue. A, toi tu laves les plats et tu passes à B qui sèche. Donc la situation, ils se mettent ensemble et ils commencent. Qu'est-ce que tu fais après le cours? Ah, désolé, je suis occupé. Et qu'est-ce que tu fais demain? Désolé, je suis occupé, etc. Alors ils font le même, ils se mettent debout, ils font le même dialogue, mais là ils sont en train de bouger leurs mains. Curieusement, ils commencent à apprendre plus le dialogue parce qu'ils sont en train de concentrer sur les mouvements. Après qu'ils ont fait ça une fois, sans photo, sans mouvement, après avec la photo et le mouvement, je mets dans un autre endroit des autres mouvements. Là, le même dialogue, vous êtes en train de jouer au tennis. Alors là, ils se mettent un peu plus loin. Qu'est-ce que tu fais après le cours? Désolé, je suis occupé. Qu'est-ce que tu fais demain? Et bien sûr, on continue à faire ça une ou deux fois jusqu'à temps que j'enlève complètement le dialogue et je dis non, 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 continuez, faites vos dialogues avec les mouvements et il continue comme ça. Des autres options pour les mouvements sont vous jouez au tennis, vous conduisez et l'autre personne regarde par la fenêtre. Donc, qu'est-ce que tu fais après le cours? Désolé, je suis occupé, etc. Une autre option, c'est, un collègue à moi l'avait fait, c'était très rigolo, il disait, vous êtes en train de changer le pneu d'une voiture. Alors, une personne en train de faire ça et l'autre personne en train d'essayer de le mettre. Vous pouvez faire avec plein de différents mouvements, c'est à votre imagination, mais je trouve aussi que le fait que les élèves sont en train de concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire, ça donne beaucoup plus d'énergie à l'activité que de le lire. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de gens qui rigolent. C'est amusant de regarder les gens après si quelqu'un le présente. Mais après, ils sont en train de concentrer sur le mouvement et après, petit à petit, ils apprennent par cœur le dialogue. Voilà. Je suis d'accord avec quelqu'un qui a écrit le mouvement active le cerveau et ça aide à la mémorisation. C'est complètement vrai. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Ça, c'est le deuxième de dialogue. Une petite idée là. Ça marche avec vraiment n'importe quel. Moi, je trouve que le dialogue, si vous voulez faire vos propres dialogues avec ça, ça marche avec le dialogue où il y a un tout petit peu de conflit. Ça, j'ai appris des classes d'art dramatique
que j'étais allé à des conférences de professeurs d'art dramatique et d'improvisation qui parlaient de l'importance des petites conflits, mais gentils, pour faire aller une scène. Alors là, c'est A veut faire quelque chose et B le bloque. Une autre possibilité, est-ce que tu peux me prêter ça? Non, j'en ai pas. Est-ce que tu peux me prêter ça? Non, je peux pas. Est-ce que tu peux? C'est-à-dire que A demande quelque chose et B le bloque d'une façon ou une autre. Ça fait un peu plus marrant. Une autre activité qui vient d'un collègue à moi qui a écrit tout un livre sur des dialogues, qui s'appelle Nick Bilbrough. Il a écrit une activité qui c'était de monologue à dialogue. Et celui-là, c'est très intéressant. Là, il faut trouver un dialogue qui a lieu dans votre livre de texte, dans votre méthode. Moi, j'ai pris ici un dialogue d'un livre de maison de langue, prêt à parler. Ils ont beaucoup de fois des petits dialogues, des trucs, programmes radio, des choses comme ça, vraiment sympa. Là, c'est un petit dialogue très simple. Et ce que vous faites, c'est d'écrire un résumé du dialogue, mais en forme de paragraphe. Alors voilà, là j'ai pris le dialogue et j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai été interviewé dans une émission radio sur l'amitié. J'ai parlé de mon meilleur ami Luca. Il est sociable, curieux et très bavard, etc. Nous nous connaissons depuis l'université, nous sommes amis depuis 20 ans. Ça, c'est une activité A2-B1, je crois. C'est le niveau 2 de prêt à parler. Voilà, pour garder le contact, on s'appelle au téléphone par Skype, on s'écrit des messages. Les élèves, ils lisent ça. Je dis, bon, voilà, ça c'est la conversation. Elle résume la conversation qu'elle a eue au radio. Maintenant, vous allez écrire ce dialogue. Vous avez les informations, vous allez écrire le dialogue. Je vais vous aider en donnant la première partie du dialogue. Ça, c'est le personnage du radio. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlons de l'amitié dans notre émission. Nous avons Samira au téléphone. Samira, bonjour. Vous pouvez nous parler de votre meilleur ami? Bonjour. Eh oui, mon meilleur ami s'appelle Luca. Alors, la conversation, ils doivent maintenant faire le dialogue. Je reviens là-dessus. Ils ont tous ça. Le présentateur a demandé, vous pouvez me faire aller meilleur ami, il s'appelle Luca. Qu'est-ce que le présentateur va demander? Voilà, peut-être ça va être comment est-il ou quelque chose comme ça. Alors petit à petit, il travaille de convertir ça, cette monologue, cette résumé, dans un dialogue. Et après, c'est seulement là qu'on leur fait écouter le dialogue. Alors voilà. Activité 11A. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlons de l'amitié dans notre émission et nous avons Samira au téléphone. Samira, bonjour. Vous pouvez nous parler de votre meilleur ami? Bonjour. Oui, mon meilleur ami s'appelle Lucas. Lucas. Et comment est Lucas? Il est sociable, curieux et... et très bavard. Ah, très bavard. Vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, Bon, vous avez l'idée là. Alors, déjà, s'ils ils ont ça, ils peuvent après comparer et en même temps, ils améliorent leur français, les questions, la façon naturelle, peut-être répéter des choses. Ah, bavard, par exemple, il a dit. Oui, c'est plus un podcast. Enfin, dans le livre, c'est écrit comme un radio, un entrevue radio, mais on pourrait dire beaucoup de ces entrevues radio sont dans des podcasts maintenant aussi. Alors, avec n'importe quel dialogue que vous avez, l'idée serait de écrire un tout petit résumé de peut-être 5 ou 6 lignes du dialogue et après, les élèves essaient de construire le dialogue et après, ils comparent avec l'original. C'est clair? Je ne sais pas si vous comprenez? Ok, je vois des oui. Alors, ça va. Très clair. Ok. Ça, c'est du monologue à dialogue. Alors, les dialogues, c'était... Voilà. Le dialogue, c'était la première partie. Le temps, ça passe, ça déroule vite. Alors, j'ai toute une autre partie aussi sur les textes courts. Voilà, on a fini un peu les dialogues, que c'est plus évident, je trouve, comment passer de
écrit à oral avec les dialogues, parce que en effet, c'est presque fait pour être lu. Mais là, c'était pour vous donner des autres idées un peu différentes, de simplement lire à voix haute ou lire avec le partenaire, et des autres façons de le rendre un peu plus intéressant. Les textes courts, par contre, c'est l'usage de ces textes de lecture qui sont souvent dans nos livres, ou si on amène un article de presse ou un truc d'internet pour qu'ils le lisent et tout ça. Et ce que j'aimerais partager là, c'est des façons, des manières de rendre ces activités de lecture des mini-activités à l'intérieur de la grande activité de lecture qui fait que c'est plus communicatif et donc plus oral aussi. Quelle sorte de texte, quels sont les critères pour les textes que moi j'aime bien choisir, par exemple pour utiliser avec mes élèves? J'utilise les critères qu'un collègue à moi, très très connu dans le monde de enseignants d'anglais, Scott Thornbury, avait dit. Il avait dit, les meilleurs textes pour utiliser sont courts. Donc pas plus que vraiment une page ou un écran. Complet, c'est-à-dire qu'il y a le début, le milieu, le fin, c'est-à-dire c'est pas un tout petit extrait d'un énorme livre ou un énorme article. Authentique ou au moins d'apparence authentique. Dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est pas les textes qui sont très évidemment inauthentiques écrits pour des livres de texte style Jean et Marie vivent à Paris, etc. Ça doit avoir plus un air authentique, quelque chose qu'on pourrait lire en dehors de la classe. Un type de texte reconnaissable, par ça il voulait dire, c'est-à-dire que l'élève peut reconnaître, ok, ça c'est un article, ou c'est une annonce, ou c'est une bande dessinée, ou c'est une réclamation pour quelque chose, une lettre, un email. Intrinsèquement intéressant si possible, c'est-à-dire les meilleurs textes sont ceux qui sont intéressants en soi-même, que l'élève va être intéressé de savoir plus. Non litigieux, c'est-à-dire, il disait des textes qui pourraient être causer des disputes ou des gens qui se sentent mauvais, peut-être c'est pas bien de faire ça tous ensemble en classe. Admissible, donc qu'on a le droit d'utiliser, et exploitable. Pour le travail sur la langue, c'est-à-dire qu'il y a assez d'exemples de choses qu'on peut faire pour vocabulaire, grammaire, syntaxe, caractéristiques du discours, et les compétences, compréhension, reconstruction, peut-être du travail oral, dont on va parler nous, et des tâches d'écrit. Alors, en ayant ça comme des caractéristiques qui sont bien pour avoir des petits textes, moi, j'ai divisé des activités en 3 styles différents. Un, c'est les activités qu'on peut faire avant de lire, les activités qu'on peut faire avec eux en lisant et les activités après la lecture. Oui, Fabienne a dit no fake news. Oui, exactement. Alors, moi j'ai pris, par exemple, la maison de langue a une très bonne ressource dans leur portal virtuel, leur espace virtuel que je vais vous montrer dans une seconde. Ils ont une collection de ces textes-là du Nouvel Obs. Avant, ça s'appelait Nouvel Observateur. C'est un journal, alors c'est des textes authentiques que Maison de langue a eu le droit de partager avec des professeurs. Je vais vite fait vous montrer comment c'est. Avec, voilà, l'espace virtuel, ça s'appelle. Vous voyez le nouveau... vous voyez tous la page là? Oui. Alors, je suis dans mon espace virtuel de Maison de langue. Si vous avez un livre de Maison de langue, je crois que vous avez accès à cet espace virtuel. Et au tableau de bord, il y a une chose là, article de presse, c'est d'actualité. Alors, si j'ouvre ça, ils ont des dernières publications. Ils ont 148 publications par niveau et par thématique. Alors, si j'ouvre, je vois un peu les derniers, harcèlement scolaire, un certificat de savoir-faire, etc. Si je choisis la page, on voit il y a un petit, quand c'est sorti, alors c'est très récent, là c'était de septembre 2023, les mots-clés, économie, inégalité, pauvreté, ça bien sûr, on est passé de A2 peut-être à B1, B2 même, B2 peut-être. Et ces 3 petits points-là, vous voyez, il y a des documents, une fiche apprenant, fiche lecture guidée, fiche enseignant,
carte mentale. Je vais vous montrer un exemple de chacun et après je vous dis les activités que j'ai fait avec. Alors, voilà, quand j'ai téléchargé, vous voyez maintenant l'article. C'est un article sur la reconnaissance faciale. Tout le monde le voit? OK. Voilà. Alors, il y a l'article là. Il y a des mots intéressants en couleur, des expressions fréquentes en vert, en rouge, des verbes, construction verbale, en bleu, des connecteurs logiques. Moi, ce qui est intéressant aussi, il y a le fiche d'apprenant avec des questions sur le côté. Le fiche d'enseignant qui a les réponses, les solutions, des suggestions comment utiliser. Et une carte mentale, je vais en parler de ça après, sur le vocabulaire. Alors, comment peut-on utiliser ça? Déjà, ils ont plein d'idées là, mais comment peut-on utiliser ça d'une manière communicative dans nos classes? Si vous n'avez pas ça, dans n'importe toutes les activités que je vais partager avec vous, c'est possible avec un article que vous trouvez vous online d'un blog, d'un journal, etc., n'importe où, quelque chose de petit en français, comme ça. Alors, la première chose avec un article, j'avais dit ça, c'est des activités avant de lire. Moi, des fois, j'aime donner soit en travaillant pour la prédiction sur le contenu ou sur le vocabulaire. Par exemple, sur l'autre, je donnerai le titre, voilà. Il y a un décalage entre l'Union européenne, favorable à la régulation de la reconnaissance faciale, et la France, championne de la surveillance. Donc, je leur montre ça, et après, je dis, bon, vous avez 10 minutes pour faire des recherches online. Ça, c'est avec mes adultes, là, pas les jeunes. Sur le sujet avant la lecture. Le sujet, c'est reconnaissance faciale. Alors, vous pouvez utiliser des sites web dans votre langue et je vous laisse 5-6 minutes. Vous avez besoin de trouver des informations sur reconnaissance faciale, France, régulation, Europe. Allez-y. Et après, je leur mets un petit groupe. Ils partagent ce qu'ils trouvent. Et après ça, ils partagent ce qu'ils trouvent en parlant en français. Et après ça, je distribue le texte ou je montre le texte pour qu'ils l'écrivent. Alors ça, c'est une petite activité avant où ils vont regarder des choses, parler, échanger des idées. Une autre option, c'est vocabulaire. Je demande au groupe entier, si je suis online, je demande à tout le monde, je vous ai montré ça, quels mots est-ce que vous pensez apparaîtront dans le texte? Allez, on va faire des mots. Alors, reconnaissance faciale. Caméra, ok, caméra. Visage, ok, visage. Privé, okay. Vie privée, voilà. Alors, on commence avec 2, 3. Après, eux, ils écrivent seuls 7 ou 10 mots de plus. Ils se mettent en binôme. Encore, ils comparent, ils partagent et ils ajoutent encore des mots. Et là, finalement, j'ai distribué le texte. Alors, ce que j'ai fait, c'est ils ont pensé, ils ont parlé pour après se préparer à lire. Ça, jusqu'à présent, ça c'est plus ou moins commun. Voilà une autre option un peu différente. Ce que je mets, c'est pris, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots. Et eux, ils ont besoin de faire un petit bingo, un petit cadre de 3 x 3. Alors et ils écrivent dans ces 9 cases les mots. Ils choisissent 9 mots ici et ils écrivent dans les cases. Ouais. Alors, ils font tout ça. Je fais ça aussi online. Alors, et aussi, je profite pour enseigner ou expliquer les mots s'ils ne savent pas ces mots-là. Par exemple, sécuritaire, a fortiori, l'anonymat, flou. Bon, on est dans le domaine de B2, je crois, maintenant. Après qu'ils ont rempli leur petite fiche de bingo avec 9 trucs, là, oui, ils cherchent la signification des mots, et après je leur donne le texte ou je montre le texte sur l'écran, dans le Zoom, et ils scannent et ils cochent
l'activité, c'est de lire très vite et cocher les mots qu'ils ont choisis. Le premier qui trouve tous ces mots dit bingo. Et c'est une façon de faire la première lecture vite. Souvent, dans la méthode des langues, pour les lectures, on leur dit faites la lecture plus qu'une fois. Une fois, c'est pas assez. Il faut le relire après pour bien le comprendre. Alors ça, c'est la première lecture, une façon de le faire, un petit bingo comme ça. Une autre possibilité que j'avais fait avec des textes plus simples, même avec des niveaux plus bas, ou surtout avec des élèves qui préparaient des examens, c'était qu'ils faisaient leurs propres questions. Alors, je leur donnais le sujet, la première ligne et la dernière ligne du texte, et ils rédigent leurs propres questions qu'ils pourraient imaginer, c'est des questions qu'il faut répondre sur le texte. Alors, par exemple, avec notre texte, c'était la reconnaissance faciale bientôt expérimentée en France, ça c'est la première ligne. Et la dernière ligne, rappelons que la loi relative aux Jeux Olympiques promulguée est la première du genre adoptée dans un pays européen. Alors là, ils ont la première phrase, la dernière phrase, ils ont besoin de rédiger 4 ou 5 questions qu'ils espèrent sont répondues par le texte. Quelqu'un a demandé, et je viens de le voir, parce que je ne vois pas toutes les questions, vous êtes très nombreux, mais quelqu'un a dit quel est l'intérêt pédagogique de la première lecture vite? La première, quand on parle de l'intérêt pédagogique de la première lecture vite, c'est pour, comment est-ce que je pourrais expliquer? Encourager que les élèves ne commencent pas en lisant et en traduisant mot par mot. Alors, beaucoup de fois, les élèves, si on leur donne, bon, vous allez lire ça, c'est en commençant très peu à peu, est-ce que je comprends tout? Tandis que pour avoir une compréhension globale et pour améliorer leur fluidité de lecture, on leur donne souvent une activité vite, comme par exemple, lisez très vite et dites-moi c'est quoi le thème du texte, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, etc. Une ou deux questions. Alors ça, le bingo, c'est une autre façon de faire une activité un peu comme ça pour justement faire qu'ils se perdent pas beaucoup de temps en commençant très très détaillé. Vous pouvez nous montrer une image de la grille dont vous avez parlé qu'on puisse visualiser. J'ai pas fait la grille, mais ce serait une grille comme pour 9 cases. Alors deux lignes comme ça et 9 cases et ils écrivent les mots dans les cases. Alors je n'ai pas vraiment le temps de le faire là. Mais plus ou moins une grille de bingo, une grille où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boîtes. Et ils écrivent dans la boîte. Genre Sudoku. OK. Une autre activité, et celui-là, moi je le faisais en tant qu'élève à l'université. Alors je ne sais pas si ça existait en France, cette méthode, c'était très connu en école secondaire en Amérique du Nord et un peu à l'université, ça s'appelait SVA, qui est non, KWL, Know, Want and Learn. Et en français, ça serait SVA. Je sais, je veux savoir, j'ai appris. Alors, ils ont besoin de faire les trois, une table de 3 colonnes. Je sais, je veux savoir, j'ai appris. Alors, au début, avant de donner le texte, c'est reconnaissance faciale, ils ont besoin d'écrire 1 ou 2 trucs qu'ils savent déjà. Je sais, c'est avec des caméras, je sais, je ne sais pas si c'est légal ou illégal, je sais que ça se fait dans certains pays, etc. Je veux savoir, ils ont besoin d'écrire 1 ou 2 choses là-dedans, de quelque chose qu'ils aimeraient savoir. Et à la fin de la lecture et des autres activités, ils remplissent j'ai appris. Alors c'est une autre façon de faire et ça, généralement, je leur fais faire ça en binôme. C'est-à-dire, ils parlent en faisant ça. Ils n'ont pas besoin de l'écrire forcément. Je fais en groupe avec un partenaire. Dites-moi ce que vous savez ou dites entre vous ce que vous savez déjà de ce sujet, ce que vous voulez savoir, qui pourrait être peut-être dans le texte. Et après, encore en binôme, ce que vous avez appris tout à la fin. Alors ça, je le fais oral, mais ils peuvent le faire aussi par écrit. Voilà, alors ça c'était les activités avant la lecture, c'est-à-dire pour préparer et après ils vont lire. Alors en lisant, bon,
principe, c'est pas très communicatif, mais il y a des autres activités qui peuvent, qu'on peut faire, que ça soit un peu plus communicatif. D'abord, par exemple, dans les articles là du Nouvel Obs, assez actualité, ils ont déjà des tâches de langue et des tâches de discussion. Alors, ils ont déjà un peu. Le lecture guidée, ils ont les expressions fréquentes, le rouge pour les verbes et les conjugations verbales et le bleu pour les connecteurs logiques. Il y a des choses pour le professeur pour faire avec ça. Moi, ce que j'avais commencé à faire aussi récemment avec des textes, c'est travailler un peu avec des traductions ou un peu avec le langage des élèves. Alors, moi, j'habite en Espagne, donc tous mes élèves parlaient espagnol. Si vous travaillez dans un pays ou dans une situation où ils sont tous de différentes langues, ça va peut-être pas si bien marcher, ces deux activités-là. Alors, soyez patients, il y aura des autres activités après. Mais ces deux-là, une que j'avais commencé à faire avec des niveaux plus bas, c'était qu'ils lisaient le texte en français, dans mon cas, et c'était en anglais. J'ai dit, maintenant, pour 5 minutes seulement, vous allez résumer avec votre partenaire très vite dans votre propre langue ce que vous avez compris. C'est-à-dire, il lisait sur l'écran ou dans le livre, j'ai dit fermez le bouquin ou j'ai enlevé l'écran, j'ai dit tournez à votre partenaire, résumez dans votre langue ce que vous avez compris dans 30 secondes. Et après, on reprenait en français, dans mon cas en anglais. J'avais un collègue, Philip Kerr, qui a écrit tout un livre sur l'usage de la langue maternelle dans l'enseignement de langue étrangère. Et lui, il travaillait beaucoup de fois avec des traducteurs en ligne, Google, etc. Bing de Microsoft le fait aussi. Et des fois, il mettait le texte que les élèves avaient besoin de lire, il le mettait dans le traducteur en ligne. Et avant qu'il le lise, il a lu à voix haute le premier paragraphe dans leur langue. Et après, il leur faisait lire. Et il le lisait à haute voix, y compris les erreurs qu'il a peut-être rencontrées dans la traduction. Ça, quand il le faisait, c'était il y a quelques années, peut-être 5 ou 6 années, et la traduction en ligne, c'était pas aussi développé que ce l'est maintenant. C'est un peu plus difficile de trouver les erreurs maintenant, mais quand même on peut trouver. Mais ce qu'il faisait, il disait, vous allez lire un article assez long, je vais vous lire le premier paragraphe dans votre langue, je l'avais mis en Google pour le traduire. Après, vous allez le lire et voir, comme ça, il démarre déjà avec un peu de connaissance. Alors, une autre activité qui est une autre façon de le faire très amusant de faire ça, c'est que moi je prenais le texte d'un article, n'importe quel article, et je le mettais dans Google, dans le traitement de texte, je te mettais dans Word. Après, j'ai changé certains mots pour être dans le langage des élèves. Alors, c'est un peu comme je plantais certains mots dans le texte. Je vais vous montrer avec un paragraphe de l'article qu'on regardait là, parce que les élèves avaient besoin de lire le truc et identifier ou trouver et traduire les mots qui étaient là. Alors, je vais voir si vous pouvez trouver, c'est des mots en espagnol qui sont cachés dans le texte. Si vous ne parlez pas espagnol, peut-être vous allez reconnaître les mots que vous allez dire, c'est pas du français ça. Alors, ce qu'il faut trouver, je crois qu'il y a 5 ou 6 mots cachés dans ce texte en français qui sont en espagnol. Si vous voyez un mot qui n'est pas français, vous pouvez l'écrire dans le chat. Civil, c'est aussi français, je crois. Celui-là, c'est pas. Privada, quelqu'un a trouvé privada. Anonimato, et la garantie de celle de rassemblement, manifestation d'expression. Los medios de cibler. Les migrants, les barrios, les militants, etc. Alors, je crois qu'il n'y avait que 4 ou 5. Moi, j'ai fait ça avec l'article. Un autre, là où ça fonctionne vraiment bien de faire une activité comme ça, c'est avec les paroles d'une chanson.
C'est-à-dire, vous prenez les lettres, les paroles, pardon, d'une chanson et vous mettez certaines, vous traduisez certaines, parce que comme ça, après, ils écoutent la chanson pour voir. Mais ça marche également bien là-dedans parce que eux, on fait ça, après, ils lisent le texte et ils voient les traductions. D'abord, je dis, est-ce que vous connaissez les mots qui sont là en espagnol? Vous connaissez ce que c'est en français? Devinez ou avec, avec votre partenaire, essayez de dire ce qu'ils sont. Et après, ils, ils lisent l'article et ils trouvent les mots après. OK. Une autre chose que je faisais, et ça je le faisais plus online, c'était des fois, encore une fois, c'était pour un peu juste après la prédiction, mais c'était les textes flash. Et c'est encore pour la même raison que je disais avant, pour lire quelque chose vite ou avoir une idée grosso modo de ce qu'il y avait dans un texte. Alors pour une première lecture, j'affichais en zoom ou sur l'écran le texte pendant 20 ou 30 secondes et les élèves me racontaient ce qu'ils ont vu, de quoi ils pensent que ça va le texte. OK? Alors, et après, ils devaient le lire plus lentement ensemble. Alors, voilà, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ça. Vous êtes 630, alors je ne vais pas pouvoir faire d'attention individuelle, mais je vais vous montrer un autre texte pour 20 secondes, et après je vais l'enlever, et vous allez écrire une ou deux choses que vous pensez de quoi c'était le texte, seulement d'après avoir vu Flash. OK? Voilà, écrivez dans le chat des choses que vous avez compris du texte. Un ou deux, une chose seulement. Film de Noël. Les navets, film visionné de Noël. Film de Noël, retour de film de Noël, kitsch. Film de Noël finissent toujours bien. Scénario simple des films de Noël, film de Noël, texte, etc. Bon, voilà. Comme j'ai dit, vous êtes 630, alors je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais si j'ai un groupe de 10 ou 12 élèves, là, il y a beaucoup de gens qui ont dit un ou deux trucs, peut-être je le montre encore, je dis, maintenant, lisez encore un peu plus, vous n'avez pas le droit de me dire que c'est film de Noël, on va aller un peu plus approfondi. Et à la fin, oui, ils vont lire plus attentivement. Là, je le fais aussi oralement, c'est-à-dire si on est tous en groupe online, les gens vont dire, oui, j'ai vu, c'était ça, ou j'ai vu, il parlait de femmes, une femme dans le film de Noël, ils finissent bien, c'est contes de fées, prévisibles et ennuyeux, des gens écrits, etc. Ça, c'est des textes flash. Et voilà. J'avais un autre, j'étais allé une fois à une conférence où un des personnes disait avec ses élèves, il faisait lire par exemple en ligne le texte, mais il manquait la dernière paragraphe. Après tout le monde faisait les discussions et tout ça, il disait il manquait quelque chose. Comment est-ce que vous croyez que ça termine? L'histoire, l'article, c'est quoi le point final, etc. Après ils avaient fait toute la compréhension avant de lire et à la fin, il relisait une dernière fois, mais là il avait mis le dernier paragraphe. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait dans celui-là, j'avais enlevé le dernier paragraphe. Donc, si on était en classe, on aurait fait cette activité au début. Après, vous auriez lu plus, on aurait fait le travail de vocabulaire, on aurait fait ça. Et à la fin, j'aurais dit, il manquait quelque chose, le dernier paragraphe, soit avec un partenaire, essayer de le rédiger ou dire ce qu'il y a, ou ensemble, qu'est-ce que vous croyez, comment ça pourrait finir, et tout ça. Des fois aussi, on pourrait donner certains mots qui sont dans le dernier paragraphe et depuis ces mots-là, les élèves ont besoin de rédiger ce que eux ils pensent, c'est le dernier paragraphe de l'article. Alors, et ça, avec ça, on passe à après avoir lu. Et là, on est presque à la fin de nos 50 minutes. La révision rapide que je faisais quand je travaillais online, ça allait souvent comme ça. Il lisait un texte,
peut-être des activités avant ou pendant. Après, je les mettais dans les salles de répartition et à tour de rôle, ils devaient donner leur première réaction au texte. C'était intéressant, ou c'était ennuyant, ou je savais pas ça, ou j'avais lu déjà. Et je mettais dans le chat qui allait aux salles de répartition, qui allait dans les breakout rooms, des questions. Y a-t-il des points avec lesquels vous êtes d'accord ou en désaccord? Y a-t-il quelque chose que vous avez eu du mal à comprendre? Êtes-vous d'accord avec la conclusion? Quel genre de personne a écrit cet article? Voudrez-vous lire cet article dans votre propre langue? Alors des fois, je mettais des petites questions, ils devaient discuter entre eux. Je passais à tour de rôle dans les différentes salles de répartition pour voir. Bien sûr, on peut faire ça en classe présentielle aussi. C'est des questions comme ça, généralement, après leur première réaction et aussi sur l'expérience de lire. J'avais aussi un professeur une fois que j'observais qui était très intéressé par le procès de la lecture pour les élèves. Alors, il faisait beaucoup de questionnaires de ce type. Est-ce que cette lecture était utile? Est-ce que c'était facile? Il demandait quel pourcentage du texte avez-vous compris? Alors, par exemple, les élèves écrivaient, j'ai compris 80%, 90%. Avez-vous trouvé cela plus facile la deuxième fois que vous avez lu? Avez-vous sauté de la partie de la lecture? Ce qu'il faisait, il essayait de faire que les élèves prennent conscience de comment ils lisent dans une autre langue et comment les choses qui sont plus faciles, plus difficiles, qu'est-ce qui rend les choses plus faciles, plus difficiles pour eux, pour après trouver leur propre stratégie. Alors, c'était presque une discussion orale à base de l'acte de lire. Et pas de contenu, mais simplement l'acte de le lire. Est-ce que vous avez sauté des mots? Comment est-ce que vous avez lu? Etc. C'était intéressant aussi comme autre option. Et finalement, ce que moi j'aimais bien faire avec des textes, parce qu'on a une tendance des fois à faire un texte avec des élèves et on fait toutes les activités, après c'est fini, c'est oublié, on n'en parle plus. Quelquefois, quelques jours plus tard, pour une activité au début de classe, je vais reprendre le texte et moi je vais le lire à voix haute et je fais une pause des fois que eux ils ont besoin de donner le mot qui manque. Alors, je choisis pas les mots très difficiles, les noms propres, non, je fais pas ça, mais des mots que peut-être grammatiquement, il faut que ça suive ça, ou si c'était quelque chose comme la reconnaissance, et eux, ils vont dire facial. Alors, je lis simplement pas tout le texte, mais peut-être une paragraphe. Et je fais le pause où je siffle des fois. Par exemple, la reconnaissance en France est assez nouveau, et eux, ils ont besoin d'écrire ou dire à un partenaire facial, etc. Alors ça, j'aimais bien le faire pour pas penser que le texte est fait une fois, oublié, et c'est toujours des nouveaux textes. C'est-à-dire, on peut revenir dessus sur quelque chose qu'ils savent déjà pour en tirer encore un peu de profit. L'autre chose qu'ils font dedans, dans la section C actualité, mais on peut faire facilement nous avec nos articles, c'est des cartes mentales pour qu'ils écrivent le lexique. Alors on choisit des différents des différents vocabulaires, par exemple le lexique lié à la législation, le lexique lié à l'intelligence artificielle, à la surveillance, et ils mettent des mots qu'ils ont appris là-dedans. Et après ils servent de ça pour étudier, réviser, apprendre. Bon, et finalement, il y a le fiche d'enseignement, mais sur toutes les activités que j'ai fait avec vous, ça c'est des activités extra, ça c'est des choses que moi je fais avec des textes en anglais. Donc vous pouvez faire avec ces textes-là ou des autres textes. Mais je vous indique que le fiche d'enseignement pour les textes du nouvel OBS qui ont maison de langue, ils ont aussi ça. Merci beaucoup, Lindsay. En effet, on a eu beaucoup de questions, étant donné que vous étiez très nombreux. Bon, ça va, hein, t'inquiète pas, on a un peu déjà répondu, mais on en a eu quelques-unes très intéressantes. Je vais te les soumettre. La première qu'on a eue, donc je l'ai fait un peu plus chronologique peut-être. Donc rappelle-toi, tu étais plus en début de présentation. Il disait bonjour, pour un public débutant adulte non scripteur, comment les amener à communiquer oralement alors qu'il est vraiment compliqué d'installer la phrase basique sujet plus verbe. C'est Khadija qui nous demande ça. Ben, moi, j'ai beaucoup d'expérience avec les niveaux très bas, pas en français, en anglais. Et beaucoup de fois, les
les dialogues, pour moi, c'est ce que j'utilise beaucoup avec les choses écrites, qu'ils ont la sécurité de voir ce que c'est-à-dire, je leur donne beaucoup de sécurité. Vous pouvez le lire, vous pouvez le lire en groupe de deux. On n'a pas besoin de faire devant tout le monde. Et petit à petit, j'enlève de sécurité. C'est-à-dire, petit à petit, vous allez avoir moins de mots. Maintenant, vous allez le refaire encore une fois. Là, vous allez. Alors, les dialogues que petit à petit, j'enlève les mots qui le font de mémoire et après, ils font leur propre dialogue. Des choses qui sont très limitées, pas trop de. Pas trop d'activités personnalisées s'ils ont un niveau très bas, c'est-à-dire des choses très simples que eux ils voient immédiatement l'utilité. Le dialogue que j'ai dit de excusez-moi, est-ce que vous avez ça, c'est il y a très peu de gens qui vont pas voir une utilité immédiate de ça parce que c'est un peu si je voyage, ça c'est un dialogue que j'aurais besoin de faire. Alors quelque chose comme ça ou une simple présentation, voilà, on commence comme ça et petit à petit. Ça rejoint une autre question qu'on a eue qui va dans le même sens et du coup, tu as déjà commencé à y répondre. Donc, une question de Talian Terran. Alors, désolé si je ne prononce pas bien les noms, hein. Est-ce que toutes sortes de textes peuvent servir pour travailler l'oral? Et du coup, quels sont les textes idéaux? Ben, ok, déjà, j'ai commencé avec les dialogues parce que les dialogues, c'est presque fait pour. Mais comme je disais avant, les textes idéaux sont courts, sont intéressants, ils sont que idéalement ils ont le désir de dire quelque chose, c'est-à-dire ça provoque qui savent quelque chose, ils vont vouloir dire quelque chose dessus. Et dans ce cas-là, peut-être pas tous les textes, peut-être pas comme un bouquin d'instruction, un manuel d'instruction, peut-être ça amène, sauf que je pourrais peut-être même voir, ou un lettre de la banque, je ne sais pas si c'est forcément pour aider, mais des petits articles comme ça, des petits textes, des petits, même des poèmes, des lettres, des paroles de chansons, mais Ok, ok, beaucoup super. court, surtout court. C'est ça, le plus important, c'est que ce soit court. Et du coup, on a une autre question de Busra Bargan. Est-ce que vous travaillez dans les cours qui précèdent cette activité, donc le vocabulaire du supermarché, de la ville, de la bibliothèque, puisque Ouais. les élèves doivent savoir ce qu'ils cherchent? Du coup, en gros, Ah, est-ce que pour le ça s'inscrit dans une vocabulaire, est-ce que c'est... séquence où le vocabulaire Oui, est déjà acquis en amont, en fait? oui, ben, je ne sais pas si vous avez reconnu, parce que si vous y pensez des trois endroits que j'ai donnés, ils n'ont pas besoin de savoir le français pour mettre les mots qu'ils veulent. Parce que, par exemple, oui, ils ont besoin de yaourt, oui, mais ils peuvent dire Danone ou Danone, enfin, je dis en espagnol, ou Coca-Cola. Pour la bibliothèque, le nom d'un livre. Pour la ville, un endroit, Empire State Building. C'est-à-dire, c'est pas une demande forte de vocabulaire. C'est pas comme décrire un problème que vous avez dans votre cuisine ou quelque chose comme ça. C'est des choses qu'avec des mots que, même s'ils utilisaient un peu de leur langue, ça pourrait y passer parce que le reste, c'est le français et les choses qu'ils mettent, c'est pas très, très difficile. Peut-être pas pour niveau A1, niveau 00, mais après, oui. J'ai envie de dire, pré-shot mes questions, car tu viens de commencer à répondre à la suivante question, à la prochaine question, posée par Roselyne Meliciani, alors, Meliciani, désolé pour la prononciation, qui dit comment faire avec des non-lecteurs, non-scripteurs, et du coup niveau A0 à l'oral. Des non-lecteurs, non quoi? Scripteurs, qui ne savent pas écrire. Ah, ok. Euh, avec l'oral et sans écrire ou sans avoir accès à écrire ou lire. Ben, la répétition, les images sur le. Moi, je dessine des images sur le. Devant la classe. J'ai perdu mon français là. Sur le blackboard, sur Sur le, le tableau. le Tableau tableau, noir. voilà, sur le tableau, et je vais dire bonjour, et après je vais montrer l'autre bonjour, comment vas-tu? Et après tout le monde répète, et petit à petit comme ça, et après en groupe de deux, c'est comme ça que je ferai. S'ils sont non lecteurs et non, ils écrivent pas, ça c'est, pour moi, mon expérience c'est de ça, c'est seulement avec les enfants.
Et là, c'est beaucoup l'oral et des dessins, des images de deux personnes, et que moi je dis, tout le monde répète. Je divise la classe en deux, vous répétez, vous dites ça, vous dites l'autre partie, après, etc. Beaucoup de mémoire, répétition. Oui, oui, passer par le visuel et les sons, en effet. Ouais. Alors, j'ai commencé déjà à répondre à cette question qui arrive, mais j'imagine que tu vas compléter ma réponse. Marie-Lou Ricardi nous a demandé quel est l'intérêt de faire apprendre les dialogues par cœur. Mais moi, je ne t'ai Ok, pas les entendu dialogues parler par comme cœur, quoi il c'est pas fallait forcément du par cœur. ça dépend du dialogue et le langage. Il y a un intérêt si le langage dans le dialogue, c'est du langage fréquent, utile, et que ça pourrait se servir d'autre chose, parce que ça aide, la mémorisation du dialogue, ça aide après aux fluidités à l'heure de parler. C'est-à-dire que si on connaît déjà euh, désolé, puis-je vous aider ou comment puis-je vous aider. Voilà, ça c'est une petite phrase qu'il faut mémoriser pour ce dialogue-là. Mais une fois qu'on connaît ça par mémoire, on n'a pas besoin de traduire ça dans la tête, on n'a pas besoin comment puisque puis-je. C'est-à-dire on apprend tout le truc comme ça. Les dialogues, c'est un peu à base de ça, c'est l'idée d'apprendre par mémoire des petits morceaux de langage ou de retenir les petits morceaux de langage qui sont le plus utiles pour nous pour après utiliser dans la fluidité orale. Si ça répond, je ne sais pas. Si, moi, je trouve que ça répond parfaitement. Euh, Je vais aller un peu plus vite peut-être, parce qu'on a beaucoup de questions, surtout à la toute fin, comme d'habitude, ils ont Ouais, eu tout le contenu, et du coup, là, il y a beaucoup de questions intéressantes qui arrivent. Olivier Sigrist, ou Sigrist, pardon, nous a posé pas mal de questions assez intéressantes tout le long de ta présentation, notamment quand tu parlais, quand on était sur les articles de journaux. Il dit, il ne faudrait pas qu'à la fin de l'analyse du texte, les apprenants donnent leur avis à ce sujet, donc, concernant la thématique de oui, l'article de journal. oui, et peut-être ça s'était demandé avant, parce qu'après, on a parlé que dans les salles de répartition, en groupe, Exact. la première chose qu'ils ont fait, qu'est-ce que vous pensez? C'était quoi votre réaction? Qu'est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? C'était intéressant? Vous avez tout lu? Vous avez compris? Voilà, il y a des différents styles de questions, mais oui, ça c'est une des choses que j'aime faire certainement. Une fois qu'ils ont bien compris, c'est la première chose à demander, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, toujours Olivier Siegfried, il nous partage en même temps son avis qui est assez intéressant. Il dit, du coup, on reste un peu dans la compréhension du texte, mais on n'aborde pas le but, la raison d'un texte. Et du coup, est-ce que le professeur, donc la personne qui va parler de ce texte, ou même l'auteur du texte, est-il neutre dans sa façon de parler du film? Oui, oui, ça aussi, ça c'est très intéressant. Ça, il y avait une des questions, je crois, sur un de mes diapos, que ça disait, quelle sorte de personne est-ce que vous pensez a écrit ce texte? Ce qui est très intéressant, ça c'est des niveaux plus hauts. Je ne ferai pas ça avec A2, même pas de B1, mais B2 et en haut, j'aime bien les questions comme ça. Comment vous envisagez cette personne-là? Est-ce que cette personne aime ce style de film, si c'est un truc de film? Est-ce que cette personne a un point de vue politique? Ce journal, est-ce que ça vous dit de commencer le journal? Est-ce qu'il y a un point de vue particulier, etc. Oui, ça j'aime bien. Avec les niveaux plus hauts, oui. Et parfait, merci beaucoup. On a aussi, attends, que je ne me perde pas non plus, vu qu'il y en a beaucoup. On a Camille Babet qui nous demande, à un moment tu as parlé d'un certain Philippe, du coup elle aurait aimé avoir le nom de l'ouvrage concernant l'utilisation de, Dialogue, ouais, de oui. l'ALM en classe de langue. Euh, de dialogue, euh, je le mets dans le chat. C'est Nick Bilbrough, Dialogue Activities de Cambridge. Ça c'est un livre que c'est en anglais, c'est la méthode en anglais, et lui il a fait tout un, c'est de lui que j'ai eu le dialogue avec mouvement et du monologue qui se convertit en dialogue, et on écoute le truc après pour, euh, pour voir si c'est pareil. Ouais. Nick Alors attends, je Bilbrough, crois que tu Dialogue. l'as mis dans le chat, mais que pour nous les panélistes, je crois Ah, qu'ils pour l'ont nous, pas ok, vu. ça c'est, je l'ai mis, ah oui, ok, alors je le remets pour tout le Ouais, monde. voilà. Voilà, everyone.
C'est dommage. Euh, et CUP, c'est Cambridge University Press. Top. Du coup, ça, on l'a vu sans lui. Oui, autre question très intéressante qui est arrivée à la fin de Younes Cheradi. Bonjour, comment peut-on adapter, pardon, ces activités dans des cours hétérogènes? OK. Les activités que j'ai, il y avait très peu qui étaient seulement dépendants de l'autre langue. Celui où on plante les mots dans le texte, ça que j'ai fait avec les mots en espagnol, ou qu'on le met dans un traducteur comme Google et après on lit. Ça, je dirais qu'on ne peut pas. Alors, j'ai seulement dit deux ou trois activités comme ça parce que je n'étais pas sûr. J'imaginais qu'il y a beaucoup parmi vous qui donnent des classes homogènes où tous les élèves parlent le même langage. Mais si ce n'est pas le cas, ben, ces activités-là, à moins que c'est un très petit groupe d'élèves et vous pouvez faire différentes versions, je ne crois pas que c'est possible. Ok. Après, j'ai deux questions qui vont un peu ensemble. Du coup, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups. On a Sylvie Bouvet et Beya Kavelli. Elle demande si du coup les bandes dessinées peuvent être utilisées. Ah Et oui. Beya demande si on peut travailler du coup avec des textes littéraires tout en se concentrant sur l'aspect de voix et de partage. Oui, les bandes dessinées d'ailleurs, ben, j'avais pas le temps de faire tout, mais j'adore faire des choses avec les bandes dessinées parce que c'est vraiment comme le mariage du texte et le dialogue. Alors là, on voit vraiment le dialogue de manière plus visuelle. Alors oui, ça serait un autre atelier sur des choses comme ça. Et l'autre, c'était les activités littéraires. Ouais. Ça aussi, oui, avant je faisais, oui, et dans ce cas-là, dépendant de ça, oui, on utilise des extraits. Moi, j'aime beaucoup utiliser des extraits de livres ou de romans ou des poèmes aussi. On peut faire certaines des activités. Là, j'ai choisi plus des activités qui vont bien avec des articles de presse, mais beaucoup de ces choses-là, on peut faire avec des activités littéraires. Et enfin, j'ai une dernière question en lien du coup avec la thématique de ce webinaire et cette rencontre virtuelle, pardon, qui rejoint un peu une des premières questions que nous avions eues, c'est est-ce que le repérage du groupe nominal et du groupe verbal, donc là on est vraiment avec du coup des enfants, j'imagine, et du coup des tout débutants, à zéro en cours d'acquisition du A1. Du coup, est-ce que ce repérage-là du groupe nominal et du groupe verbal, en premier lieu dans la phrase, est utile pour les élèves ou est-ce que du coup on peut s'en passer et faire directement ce genre d'activité, entre guillemets? Euh, Là, je ne sais pas si j'oserais donner mon avis parce que dans ce cas-là, on est entre la grammaire et les compétences. Et pour moi, pour l'enseignement de l'anglais, je dirais que c'est pas forcément nécessaire. On peut commencer directement avec certaines choses, les phrases toutes faites, de langage, mais je suis pas aussi au courant de méthodes français et si vous jugez ou si vos élèves ont l'habitude d'apprendre comme ça, alors je ne sais pas vraiment pour le français. Euh, Mon instinct comme professeur d'anglais dans le moderne, c'est pas forcément nécessaire de savoir ça pour en faire un dialogue et commencer à parler dès le début. Et d'ailleurs, mes niveaux A0 en anglais, presque toujours, les premières classes, il y a toujours, à la fin, ils se sont toujours présentés en anglais à la fin ou dire deux ou trois phrases très simples sans savoir ce que c'est le verbe, sans savoir ce que c'est le sujet. Ou la formation de questions en anglais, like, how do you do, ou quelque chose comme ça qui est difficile pour A0 de comprendre, mais s'ils apprennent ça comme ça, c'est déjà quelque chose. Ouais. Et motivant aussi s'ils peuvent dire, ben aujourd'hui dans ma classe de français, je ne parlais pas du français, mais à la fin, j'ai pu présenter mon collègue. On peut le voir un peu comme un chunk, donc un ensemble de mots qui font sens Oui, entre eux, et le décortiquer grammaticalement aussi, oui. plus par la Et suite, comme on fait après, un peu dans Prêt-à-parler, ouais. mais encore une fois, je ne suis pas professeur de FLE autant enfin, en langage en général. Après, moi, je suis prof de FLE. Enfin, je l'ai été. Je te confirme qu'en effet, enfin, les deux façons de faire sont faisables et que celle que tu viens d'aborder en tant que professeur d'anglais est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, c'est le parti pris, nous, qu'on a pris dans Prêt-à-parler, tu vois. Donc, c'est également faisable. Oui. Ok, ben, écoute, par rapport à la thématique, on n'a plus d'autres questions. Donc, on va passer à la fin.